Monsieur Pierre Margot-Catin est avocat et ethnologue de formation. Pierre Margot-Catin est professeur à la Haute École de travail social, SO Valais. Il est également président du Conseil suisse Égalité et Handicap. Il s'intéresse à l'impact des représentations sociales sur le handicap, à l'environnement adapté à la formation au tourisme pour tous. Globe-trotteur et conférencier dans de nombreux congrès, il apprécie la découverte de nouveaux horizons. Il me disait un peu plus tôt qu'il a été étudiant à l'Université McGill il y a quelques années de ça. Donc, il est chez lui, ici à Montréal, et ça nous fait plaisir de l'accueillir à nouveau. Il a introduit un cours de sensibilisation au handicap à l'École suisse de tourisme. Il vit en Suisse avec un handicap physique important. Monsieur Margot-Catin, la parole est à vous. Merci, bonjour à tous. C'est vrai que c'est un peu le retour chez moi quelque part parce que l'année que j'ai passée à McGill était une année extrêmement riche. C'était la première année en dehors de la maison, en dehors des parents, donc ça fait beaucoup de choses. On découvre la vie à fond à ce moment-là. Donc oui, ce matin, je vais vous parler de quelque chose qu'on a mis en place il y a 5 ans maintenant à l'École suisse du tourisme, qui fait partie de la Haute École de travail de tourisme de l'Université des sciences appliquées de Suisse occidentale, parce que c'était une nouveauté et puis je trouvais intéressant de partager un peu l'effet de cette formation avec vous. Alors, la Suisse, vous connaissez peut-être, c'est ce petit bout de terre en plein milieu de l'Europe, mais qui fait pas partie de l'Europe, qui fait partie de rien, parce que la Suisse, c'est la Suisse, point. Nous sommes la réserve indienne des Européens, comme on le dit des fois, et puis c'est ce pays où on a beaucoup de neige, comme au Québec, beaucoup de montagnes, et on est effectivement dans un pays qui est au milieu de l'Europe, donc qui subit beaucoup d'influences, mais qui en même temps a toujours voulu faire seul ce qu'il voulait faire. Et ça a parfois des conséquences, notamment la conséquence de ne pas être très en avance sur certains sujets, parce qu'on doit réfléchir 3 fois et regarder 4 fois ce que les autres font avant de se décider à faire soi-même. La Suisse est aussi un pays fédéral. On a un tout petit bout de pays, mais on est capable de se diviser en 26 régions autonomes, ce qui est un défi, notamment en matière de formation, puisque ce sont les régions autonomes qui sont compétentes dans ce domaine. Donc nous avons 26 systèmes scolaires et de formation parallèles qui se côtoient. C'est la même chose dans le domaine de la santé notamment. Donc c'est parfois complexe. Par chance, au niveau des études supérieures, ça a été unifié au niveau fédéral et nous avons quand même une certaine coordination qui se fait maintenant. Alors au niveau des hautes écoles spécialisées, ce qu'on appelle les universités de sciences appliquées, nous avons en Suisse 7 hautes écoles publiques plus 2 hautes écoles privées. Sont réparties géographiquement sur toute la Suisse. Celle à laquelle j'appartiens, c'est toute la zone bleue. C'est en fait la plus grande. C'est celle qui recouvre toute la partie francophone de la Suisse. Donc on en a une seule pour toute la partie francophone. Ça regroupe à peu près 40 000 étudiants. Mais nous sommes divisés en, j'ai compté juste 3, 4, 5, 6, 7, 8 campus différents. Donc nous avons des formations qui sont parfois parallèles dans différents campus. Le travail social, par exemple, on le trouve à Sierre, en Valais, au milieu des montagnes, mais on le trouve aussi à Fribourg, à Lausanne et à Genève. Le tourisme, par contre, on le trouve qu'à Sierre, en plein milieu des montagnes. Et c'est ce qui fait la particularité du site de Sierre, c'est que nous avons une cohabitation dans le même building de 2 facultés, une faculté travail social et une faculté tourisme. Alors à Sierre, nous avons près de 2500 étudiants en tout, pour 250 professeurs à peu près. Nous enseignons au niveau bachelor et nous développons des projets et des travaux de recherche avec divers instituts de recherche. Et comme je vous le disais, la spécialité, l'intérêt de ce site, c'est la cohabitation entre ces 2 facultés, travail social et tourisme. Et lorsque j'ai été engagé en travail social il y a 6 ans, pour moi, ça n'a pas fait l'ombre d'un doute, il fallait absolument que je mette les pieds dans le tourisme. Parce qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que le tourisme était un tourisme orienté vers le business du tourisme, vers le management du tourisme, les revenus financiers du tourisme,
mais en tout cas pas vers le tourisme pour tous. La vision du travail social que l'on a, c'est une vision qui pousse la pleine intégration du nouveau paradigme du handicap, à savoir l'idée d'interaction entre personne et environnement, l'environnement pouvant être handicapant. On veut absolument se détourner du modèle médical et on essaie de le faire au mieux. On a aussi pris conscience dans notre approche du handicap des fondamentaux de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. Et la filière travail social se veut être un outil de promotion de toutes démarches qui vont dans le sens d'une meilleure participation sociale des personnes avec handicap ou de toute personne vulnérable dans le sens large du terme. Mais nous avons aussi une vision très interdisciplinaire des choses parce que nous pensons qu'une bonne participation sociale de personnes vivant avec un handicap ne peut se faire que si tous les acteurs de la société sont impliqués dans la réflexion, dans le raisonnement et dans la façon d'interagir. Donc nous sommes une plateforme plutôt ouverte à l'interdisciplinarité. Le tourisme, sur notre site, n'a finalement développé aujourd'hui que très peu de recherches ou de travaux sur les thématiques qui seraient en lien avec les personnes vivant avec handicap. Et c'est de manière générale le cas en Suisse. Nous n'avons quasi aucun écrit en Suisse sur cette thématique. Et puis il n'y a pratiquement aucune prise de conscience auprès de l'industrie du tourisme en Suisse aujourd'hui du potentiel économique du développement d'un tourisme pour tous et du développement de ce marché spécifique. Donc on est vraiment aujourd'hui en Suisse encore dans les balbutiements de l'idée d'un tourisme pour tous. On commence à parler de l'idée de développer une démarche qualité ou une labellisation quelconque. Donc on est vraiment au début. Et il n'y a pas de formation spécifique aujourd'hui, ni de formation continue offerte en Suisse dans le domaine du tourisme pour tous. Le contexte suisse, eh bien, on a tout de même un cadre législatif qui est intéressant puisque depuis le 2000, nous avons une nouvelle constitution fédérale qui pose clairement un principe de non-discrimination basé sur une déficience physique, sensorielle, psychique ou intellectuelle. Mais c'est une base constitutionnelle générale. Nous avons ensuite une loi de 2004 qui a pour objectif l'élimination des discriminations envers les personnes handicapées dans 5 domaines spécifiques: transport, accès aux bâtiments publics, formation, accès à la professionnalité, enfin, disons, droit au travail, mais seulement dans les établissements, les administrations publiques, et prestations de services, dont le tourisme. Donc la loi prévoit des mesures antidiscriminatoires dans les champs de prestations de services, dont le tourisme. Et puis, depuis cette année, et j'ai eu le très grand honneur d'être le porteur du document officiel de la Confédération à l'ONU à New York, nous avons ratifié la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. Donc c'est une grande première pour nous, c'est des années de lutte en tant qu'activistes du handicap, et nous étions extrêmement heureux de ce résultat. Nous avons maintenant enfin signé et ratifié cette convention. Alors, pourquoi une sensibilisation ? En 2010, nous avons voulu introduire dans le niveau bachelor en travail social une sensibilisation sur le handicap et les personnes avec handicap dans le tourisme. Comment ? Eh bien, nous avons bien sûr voulu la baser non pas sur un catalogue de pathologies et de besoins spécifiques aux pathologies, mais nous l'avons basée sur le nouveau paradigme du handicap et une approche qui se veut clairement écosystémique de la compréhension du phénomène du handicap. Donc nous présentons des modèles écosystémiques en traversant également l'histoire des représentations du handicap. On commence par la préhistoire, on va très loin, et on traverse toute l'histoire de l'humanité en essayant de cibler chaque fois comment est-ce que le handicap était traité sociétalement. Ce qui permet aux étudiants d'avoir un recul, une vision, puis de se dire, ben finalement, on part de loin, mais on n'est pas si loin que ça finalement.
parce qu'il y a des choses qui leur choquent. Quand on parle après des représentations liées à l'infantilisation notamment, c'est des choses qu'ils connaissent, qu'ils vivent, qu'ils pratiquent régulièrement, mais ils n'en prennent pas conscience. Alors qu'en traversant l'historique des représentations, ils peuvent en prendre conscience. Et puis nous présentons aussi un catalogue de besoins des personnes avec handicap, sans cibler sur les pathologies, mais en ciblant sur les limitations. Donc on va parler de la personne en fauteuil, on va parler de la personne avec difficulté de la marche, on va parler de la personne avec des troubles de l'audition, on va parler de la personne avec des troubles de la vision, on va parler des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, et on va essayer chaque fois de mettre en pratique très concrètement, avec ce type de problématique, qu'est-ce que ça a pour conséquence dans l'environnement touristique et comment est-ce que je peux trouver des solutions pour améliorer les choses. Et puis bien sûr, on présente toute une série d'analyses et on analyse toute une série de bonnes pratiques mondiales, dont les pratiques de Kéroul qui sont pour nous une référence, je pense qu'il faut le dire, parce que ça mérite d'être reconnu. Alors, je m'attarde juste un tout petit peu sur le modèle que nous proposons. C'est en fait un modèle de compréhension du handicap qui est issu de mes travaux de recherche et qui est maintenant utilisé comme référence chez nous. L'idée, c'est une systémique de la personne avec des influences de son contexte, bien sûr, de sa culture, bien sûr, mais aussi des singularités, comme l'appelle le philosophe Alexandre Jolien, que vous connaissez peut-être, qui est un philosophe qui a beaucoup écrit sur le handicap. Ces singularités, c'est le fait qu'on a tous un corps, mais pas tous le même corps. On a tous des pathologies ou pas de pathologies. Ça nous est propre. Nous avons des aptitudes, des capacités, des performances qui nous sont propres. Nous avons des réactions comportementales qui nous sont propres également. Nous avons une éducation qui nous est propre et nous avons une capacité relationnelle qui nous est propre. Tout ça fait que l'on est un humain. Qu'est-ce qui fait que l'on est en situation de handicap ou en participation sociale ? C'est ce que nous avons établi comme étant des vecteurs de participation sociale. C'est ce que M. Fougerolas appelle la magie de l'interaction dans la petite boîte noire. Lui, il dit qu'il y a interaction entre personne et environnement, mais il ne définit pas l'interaction, dans son modèle du PPH, par exemple. Alors nous avons posé l'idée qu'il y avait des vecteurs. Les défis qui nous sont proposés, les challenges, les opportunités qui nous sont ouvertes ou pas, vont définir si on est en situation de handicap ou pas. Les activités proposées, la valeur de l'activité, dans le sens significatif ou signifiant. Les interactions qui sont proposées dans la société vont définir aussi la possibilité d'être en participation sociale. La reconnaissance que l'on reçoit, la valorisation des rôles sociaux est importante aussi. Et puis la gestion des tensions et des conflits entre acteurs sociaux est un élément qui va définir cette participation sociale. Voilà notre approche. Sur cette base, nous avons essayé d'évaluer quel était l'impact sur la représentation des personnes, des étudiants, la représentation du handicap par les étudiants. Alors nous avons mené une toute petite étude qui avait donc pour objectif d'évaluer cette représentation. Elle a été menée sur 3 ans auprès des étudiants avec une cohorte d'environ 80 étudiants. Et puis l'idée était de passer un questionnaire aux étudiants avant le cours, qui dure 24 périodes, de 45 minutes chacune, et le même questionnaire après le cours, pour voir quelle était l'évolution de leur perception. Alors, avant le cours, voilà les résultats. Je les passe très rapidement, je vais faire une synthèse après, surtout que le temps passe très très vite. Et après le cours, nous avons ces résultats-là. Au niveau de la synthèse, ça montre clairement qu'il y a un renforcement clair auprès des étudiants de l'idée que les personnes avec handicap ont leur place dans l'industrie du tourisme. Ça, c'est déjà une première chose, un constat très intéressant. Ensuite, il y a un renforcement très clair de la prise de conscience qu'il y a un manque de prise en compte des besoins spécifiques dans l'industrie du tourisme. Et puis, ça confirme un sentiment général que les acteurs du tourisme sont que très partiellement sensibilisés à la problématique du handicap. Ça renforce la prise de conscience, mais alors là, de manière très très nette, des étudiants, de l'appartenance de cette problématique au champ du handicap. Donc, c'est vraiment une prise de conscience qu'ils ont, c'est aussi leur travail, c'est aussi leur job.
Et puis, il y a une très forte évolution des perceptions de la problématique grâce aux cours de sensibilisation. À la fin du cours, la plupart des étudiants nous disent on n'avait jamais pensé à tout ça et aujourd'hui, on ne sera plus jamais les mêmes parce qu'on saura qu'on doit toujours penser à toute la population quand on travaille dans le tourisme. Donc, c'est un impact très, très fort. En conclusion, un cours de sensibilisation, je pense que c'est clairement un moyen de renforcer une prise de conscience de la problématique des personnes avec handicap dans le tourisme et d'influencer les représentations des étudiants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont formés, ça veut dire qu'ils sont prêts à être attentifs et formés à l'avenir. Mais de travailler déjà au niveau du bachelor dans la sensibilisation, c'est ouvrir une porte dans leur esprit et les rendre attentifs à une problématique importante. Et du coup, ils sont déjà prêts à intervenir, ou en tout cas à se former pour intervenir dans le futur, dans leur job, dans le domaine du tourisme. Et puis la présentation de bonnes pratiques, c'est vraiment un moyen concret d'illustrer la possibilité d'action, parce qu'ils voient qu'il se passe plein de choses dans le monde. On montre des choses des États-Unis, du Canada, d'Australie, d'Asie-Pacifique, de toutes les régions. Et la sensibilisation mise en place, elle permet petit à petit, mine de rien, une prise de conscience de l'intérêt économique et de l'intérêt social d'un tourisme pour tous. On se rend compte, ces 4 dernières années, que l'augmentation que les travaux de bachelor qui traitent du thème du tourisme pour tous est en augmentation. Il y a 4 ans, il y en avait un par année peut-être. Aujourd'hui, il y en a entre 4 et 5. Donc ça change, ça évolue. Donc voilà une démarche que nous avons mise en place, que nous continuons, et nous espérons pouvoir aller de l'avant et si possible maintenant développer des formations continues pour les professionnels. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour tous ces témoignages de formation qui sont absolument excellentes. Moi, j'aimerais ajouter peut-être une ou deux remarques. Je suis une personne aveugle, je voyage beaucoup. J'ai pris dans ma vie un certain nombre d'avions sur des compagnies très, très variées. Et il y a une constante absente, c'est la sécurité. Alors, il y a toujours les informations, souvent qui sont données par vidéo dans les avions, en disant, bon, s'il y a une catastrophe, vous devez enfiler votre gilet de sauvetage comme ci, comme ça, le masque à oxygène comme ci, comme ça, etc. Mais, absolument jamais, les hôtesses de l'air ne viennent proposer de faire l'expérience d'enfiler le gilet de sauvetage soi-même et de prendre en main, par exemple, le masque à oxygène et de pouvoir se débrouiller si jamais il y a une difficulté. Alors je trouve que c'est une donnée absolument essentielle. Et d'autre part, il y a aussi des informations qui sont données aux voyageurs dans les pochettes devant chacun des sièges. Et dans ces informations sont répétées, bien sûr, les mesures de sécurité, mais aussi des différentes informations concernant la compagnie en question. Et ces informations, eh bien, on ne les a jamais quand on ne voit pas. Alors, j'aurais une ou deux suggestions éventuellement. Quand il s'agit d'avions avec possibilité d'écoute de programmes, comme c'est souvent le cas pour les voyages un peu longs, il me semble qu'il serait intéressant de pouvoir ajouter un petit programme audio qui raconte qui a la compagnie, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, etc. Il me semble que ça fait partie de l'information générale du touriste qui passe dans cette compagnie. Et quand il y a des choses en braille, quelquefois certaines compagnies le font, ce sont toujours les mesures de sécurité qui sont proposées et jamais rien d'autre. Mais ces mesures de sécurité, elles sont ressassées auditivement. Alors quelque part, on n'en a pas forcément besoin. On aurait plus envie de pouvoir connaître un peu mieux, encore une fois, où on est, avec qui on voyage et ce que l'on peut faire ultérieurement. Voilà. Merci pour la question. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a une partie du travail qui est fait, mais il y a une finition qui manque à faire. Je ne sais pas s'il y a un de nos présentateurs qui aimerait répondre. Il y a Monsieur Margot Catin. Oui, je pense que c'est effectivement un point très important que vous soulignez.
À ma connaissance, il n'y a qu'une compagnie au monde qui le fait et qui va même jusqu'à mettre en pratique les éléments de sécurité avec des personnes. Le micro ne fonctionne pas? Non. Ça s'en vient. Ok. Donc je disais, c'est très important ce que vous soulignez, et à ma connaissance, il n'y a qu'une compagnie au monde qui fait cela et qui va même jusqu'à mettre en pratique d'essayer le gilet de sauvetage, de savoir où sont les sorties de secours et ce genre de choses, qui distribue aussi des menus en braille ou des programmes d'entertainment en braille. C'est Saudi Arabians. Mais c'est, à ma connaissance, la seule compagnie qui le fait. Mais c'est effectivement une piste très intéressante et ça fait partie des choses qui, en tout cas, dans l'information que nous donnons, pour les futurs étudiants en tourisme, nous l'expliquons. Nous disons que des supports variés, braille, sonore, contrasté, langage simplifié, sont des éléments fondamentaux, mais qui doivent être complétés par des découvertes par soi-même, des mises en pratique. Madame Clark, do you want to add on this? Or you're actually doing some, like for the Canadian Transportation Agency, you're doing videos. Do you have airline companies that are asking for extra training or help to propose different types of communication for different types of handicaps? Yes, from time to time. Some carriers have well-established programs. Some are certainly looking for help. We try to provide that as much as possible. Certainly with this training video we showed, and you did only see a portion of it. But as you say, there's work to be done, certainly in terms of captioning and having other information available beyond the mandatory safety information, which is another area. Transport Canada deals with safety and security issues, and those things have to be presented in those formats. So I agree, carriers need to go further, and certainly that's a dialogue we can share with them to making more materials besides the have-tos, because everyone should have access to, as you said, the touristic information, anything else available in the seat pockets or where have you. Thank you, Mrs. Clark. Alors, monsieur? Bonjour. La vidéo que nous avons vue de Suzanne pour les personnes malvoyantes existe aussi de la même manière, plus ou moins de la même manière pour les personnes sourdes, malentendantes en France. En fait, il faut vraiment informer la compagnie, dire le nombre de personnes qui sont déficients auditifs avec accompagnement ou sans accompagnement, etc. Et ça se passe plus ou moins de la même manière. Mais ça, c'est une préparation à l'avance. Il y a des dérogations exceptionnelles à demander quand il y a des grands groupes ou des petits groupes. Voilà, c'est pour dire que l'invention de ce film est très bien pour l'ouverture générale. Mais on connaît déjà, ça fait des années que on voit les mêmes dispositifs avec des progrès plus ou moins avancés. Je pense que quand on veut parler de handicap universel, il faut présenter les quatre à la fois pour voir les progrès qui se font des quatre à la fois. Parce que je pense que chaque individu a besoin d'une accessibilité différente, plus ou moins importante. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Oui. Par contre, en matière de transport, la SNCF, donc les chemins de fer français, font depuis déjà de quelques années des formations avec des supports en film également. La RATP, qui est la régie des transports de Paris, fait aussi des tas de documents et vient de sortir un document pour les personnes déficientes intellectuelles qui s'appelle « Je prends le métro ». Et c'est une sorte de roman photo. Et bien, c'est très utile pour les personnes étrangères Aussi. ou des personnes déficientes auditives qui auraient des difficultés de lecture ou des personnes... bref, c'est des outils qui rentrent et qui permettent d'assurer la chaîne de déplacement, parce que le problème évoqué tout à l'heure de la rupture entre mon taxi et mon comptoir, ça, c'est des problématiques que l'on va rencontrer souvent. Et la législation française de 2005 a insisté beaucoup sur cette chaîne de déplacement et pour dire que l'accessibilité ne doit pas avoir de rupture. Donc on a beaucoup de travail encore à faire pour arriver à former tous les maillons et que ces maillons se rejoignent bien. Et sur tous les types d'handicap. Et sur tous les types de handicap, oui, il faut le rappeler toujours ça. Parce qu'on se dit, on est accessible en chaise roulante, bravo, on est content.
c'est pas- Mais ça ne répond pas à tous les types d'handicap. Monsieur Oui. Margot, En Suisse, la législation pose le principe que toute information donnée de manière sonore dans un transport public doit être aussi donnée de manière écrite sur un tableau déroulant. On a un peu de retard dans la mise en application de la loi, comme bien sûr partout, mais les choses bougent. Je voulais juste rajouter une chose. Le débat qui vient d'avoir lieu m'a fait penser à une chose que je vais mettre en place à mon retour en Suisse. L'École suisse du tourisme propose à ses étudiants et impose à ses étudiants des cours de langue. Et ils ont à choisir, en plus de l'anglais et de l'allemand et du français, une langue exotique. Ça peut être le russe, ça peut être l'arabe, ça peut être le chinois. Et il n'y a pas dans le catalogue des langues la langue des signes. Je pense qu'on pourrait l'ajouter, ça serait une très bonne démarche.